Salut, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre rendez-vous Quoi de neuf, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler littérature. Quand on parle littérature en Martinique, on pense évidemment aux grands, aux poètes, on va pas dire, Aimé Césaire, etc., Chamoiseau, à Confiant, etc. Mais il y a également derrière toute une génération de jeunes auteurs, et j'ai à mes côtés monsieur Alexandre Télim. Alexandre, oui. Bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour Michel. Bonsoir, comme tu veux aussi. Alors, Alexandre va te considérer jusqu'à maintenant comme un jeune auteur. Oui, enfin, quand même à ton quatrième, on va voir tout à l'heure. Je sais pas au bout du combien on m'enlèvera la qualificative de jeune, ouais. mais en tout cas jeune dans la mesure où tout le monde ne me connaît pas encore. Donc ouais. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir communiquer sur ce que je fais, et puis merci de m'inviter sur le plateau pour ça. Ouais. Alors quand j'ai présenté au départ l'émission, on a parlé des grands auteurs, des figures, etc., de ces glissants, Césaire, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une rénovation, il y a un nouveau dans la littérature antillaise? Il y a une vague nouvelle, quoi. Je pense qu'il y a forcément des nouveaux courants de pensée parce que le contexte dans lequel on évolue change. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les mêmes revendications directes qu'a pu avoir Aimé Césaire à l'époque pour faire reconnaître la culture antillaise et même africaine, notre part africaine. Il a beaucoup vu des semblables avoir honte de cette part africaine notamment, à devoir valoriser auprès de l'Hexagone. Et lui, il a fait un beau travail identitaire via ses inscrire vraiment l'Antillais dans ses origines profondes. Quoi. Ouais. Exactement. Donc il nous a quand même ouvert un peu la voie sur cette acceptation de toutes les composantes de nos origines. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir proposer, les nouveaux auteurs, des histoires un peu moins lourdes d'histoire, mais qui ne perdent pas de vue l'âme littéraire qu'Aimé Césaire nous a insufflé. Alexandre, tu sais que maintenant, le panafricanisme, c'est la grande mode. Tout le monde a... Voilà, aux origines, des gens font des recherches patronymiques. Est-ce que toi, par exemple, Télim, c'est Télim? Télim. Est-ce que toi, tu as fait une recherche patronymique? Il y a des outils pour ça maintenant. Ouais. Ça va vite là, ouais. C'est vrai. Non, je l'ai pas. J'ai un oncle qui l'a fait. J'ai pu retrouver ses origines. Oui. C'est sûr qu'on remonte forcément aux colons. Plutôt sur les terrains sur lesquels nos ancêtres esclaves ont travaillé. Il y avait des registres avant, mais il y avait également des registres d'habitation. C'est-à-dire que c'est très important quand tu fais la recherche, c'est spécifique et là tu peux localiser exactement. Oui, il y a des associations notamment à Paris, là où je réside du coup, qui font ce travail de retrouver ces archives et d'aider ceux qui le souhaitent à retrouver leurs origines. Donc on a quelques outils qui nous permettent de le faire et c'est vrai que moi, je pourrais effectivement faire plus de recherches un petit peu là-dessus. Tu auras le temps, tu as tout le temps. Alors là, maintenant, nous allons un petit peu explorer ton œuvre, on va dire ça comme ça. Donc, tu es originaire du Verpré, oui. etc. Tu as fait des études littéraires au départ? Non, pourtant. Non. J'ai toujours eu cette fibre-là au collège. Tu tiens ça de qui? Tes parents, tes grands-parents? Très bonne question. Je n'en sais absolument rien. Est-ce qu'on croit aux hommes? C'est un don du ciel. Oui, on peut croire aux vies antérieures, on ne sait rien. Je sais que j'ai eu un professeur au collège qui était Marc Césaire, le fils d'Aimé, oui. Que je salue d'ailleurs, et qui m'a beaucoup encouragé, en tout cas dans cette fibre littéraire. Ça a été le premier. La première personne en tout cas en dehors du carcan familial qui a eu confiance en moi. Chez toi déjà cette fibre-là. Quoi. Oui, voilà. Ouais. Alors, on va dire, tu as un bac, tu as tes études, tu fais quoi comme boulot actuellement? Alors aujourd'hui, je suis responsable santé et sécurité au travail dans la construction industrielle, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait des études scientifiques, j'ai bifurqué vers une branche environnementale et voilà, je suis responsable QHSE. Donc ça n'a absolument rien à voir, mais c'est aussi ça mon équilibre d'avoir cette double casquette. Ouais. Alors, on va remonter à tes productions, là maintenant. On voit un jeune qui est inspiré, il a été découvert assez jeune, me dit-il. Et alors là, tu commences à écrire depuis le collège, depuis le lycée alors?
Tu avais déjà commencé à oui, griffonner un peu. Ouais, ben j'ai commencé par la bande dessinée et puis après ouais. j'ai préféré La littérature. écrire. Oui, j'ai trouvé que je pouvais communiquer plus rapidement mes idées et offrir un imaginaire beaucoup plus large qu'une bande dessinée. Donc ça m'a rapidement plus plu d'écrire des petites nouvelles qui étaient suivies par mes amis et ça m'a permis de trouver petit à petit mon style et d'être à l'aise lorsque j'ai voulu commencer le projet Trempage Créole à la fin de mes années estudiantines. Ouais. Alors là, tu commences à écrire. Alors, tu te places comment? Tu es vraiment un romancier. Au début, on se dit pas romancier, on a juste un projet. Là, le projet Trempage Créole, il est vraiment né de quand je me suis retrouvé en métropole et que j'ai voulu mettre en valeur le pays auprès des curieux, des métropolitains par exemple, ou lorsque je constatais que mes semblables pouvaient manquer d'outils de communication sur comment valoriser le pays, lorsque je voyais que la littérature antillaise n'était pas forcément à l'image des nouvelles générations. Il y a tout ça qui m'a un peu interpellé. Je me suis dit pourquoi pas proposer une histoire qui parle des jeunes dans leur famille, au pays, valoriser la jeunesse actuelle des Antilles, sans oublier les racines et faire un petit mélange de tout ça, donc Trempage Créole. Alors Alexandre, nous allons voir justement, tu choisis Trempage Créole. Le terme trempage, tu sais qu'il s'agit d'un mec luminaire, etc., qui remonte à très longtemps d'ailleurs. Oui. À l'époque amérindienne, etc., dans les Matoutoutes, c'est les grands espèces de compagnons. Exactement. Donc, pourquoi ça, trempage? Alors, il y en a qui le revendiquent à Saint-Pierre, de l'autre qui le revendiquent à Trinité. Il y a tout un phénomène de récupération autour de ce malheureux trempage. Tout à fait d'accord. Alors, pourquoi trempage? J'ai voulu... trempage, c'est un titre quand même très révélateur et symbolique. J'ai voulu un titre réunificateur qui représente tout notre tous nos oui voilà les Trempage Créole, voilà les 4 tomes, Secret de famille, Derrière les masques, Entre les lignes. Alors continue ce que tu disais. Donc tu parlais plus même pas du maire lui-même du plat, mais du phénomène de lien social. Oui. Donc en fait c'est une rencontre de toutes les générations, en fait. Oui, voilà, pour moi, c'est pour représenter tout le melting pot, tout le brassage des différentes communautés qui se partagent l'île, parce que je parle que ce soit des Noirs, mulâtres, les Békés, les Indiens. On a toutes ces influences qui se retrouvent au niveau religieux, au niveau culinaire, au niveau vie sociale, au niveau de l'économie. Tout ça est très impactant pour la vie aux Antilles. Et j'ai voulu ce titre qui représente tout ça. Et en même temps, c'est lié à la cuisine. Et la cuisine, c'est aussi un des meilleurs moyens de communication sur notre culture. Et puis aussi, comme vous disiez, le trempage est riche d'origine amérindienne. Aujourd'hui, tout le monde se dispute de savoir d'où il vient. Exact, on recherche les Taïnos, les Calais. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a un petit danger dans ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le côté hybride simplement. Il faut voir le côté surtout syncrétisme. C'est-à-dire que c'est à partir d'influences diverses qu'on est en train de se forger un nouveau peuple, un nouveau personnage. C'est plutôt cette idée-là que tu retiens. Oui, c'est plutôt cette idée-là, en effet. Et puis aussi, on note aussi les différents comportements qui se notent pendant le trempage, le fait de manger avec les doigts autour de la table. Tu sais qu'au départ, par exemple, les femmes ne venaient pas manger dans le trempage. Hein. Ces femmes-là, moi, il y a ces mais ça tient en binôme. Hein. En binôme, ouais. Non, mais c'est important. Ces femmes-là, quand ils par contre, je ne savais pas que c'était... Tu sais qu'en Afrique, les gens disaient... Ouais, je ne savais pas, par contre, que c'était les femmes qui ne le voulaient pas. Moi, j'avais compris qu'elles n'étaient pas invitées. Pour ces femmes-là, c'est comparaison. Je ne sais pas comment... De toutes les façons, dans le travail, tu sais qu'on te demande de laver tes mains avant. Oui, toujours. Donc, il y a un petit coin d'hygiène. Alors là, tu commences avec ça. Donc, trempage, en fait, c'est un concept que tu vas garder sur toutes tes productions. Oui, c'est la saga. Déclaré. Trempage Créole, en tout cas, c'est un. Enfin, c'est. Le label n'est pas déclaré. Je suis édité à la maison Orphy, où j'ai des droits d'auteur. J'ai des droits d'auteur sur les ouvrages. Oui, Trempage Créole. En tout cas, Trempage tout seul, non. Je peux pas être propriétaire du Trempage. Mais en tout cas, la saga Trempage Créole. Mais le slogan Trempage Créole. La saga Trempage Créole, oui, ce sont les ouvrages d'Alexandre Télim. Voilà, mais on va remonter là. Tu vois déjà. Alors, dans le premier,
tu parlais de quoi, en gros? Là, c'est le premier. Alors, ça, c'est le dernier, Sous les vents, le quatrième. Le premier, c'est le vert, le secret vert, de oui, famille. oui. C'est que Manuela, des fois, elle est troublée, etc. Alors, dans le premier, tu parlais de quoi? Alors, on va mettre au fur et à mesure. En fait, le concept en page créole, c'est le suivi. Le premier, c'est celui qui a... Oui, à tout à gauche. Ouais. En le vert, secret de famille, où il y a l'ombre qui fait chute. Ouais. En fait, c'est un concept sur une année. Hein. On suit 4 jeunes étudiants dans leur famille. Chacun est issu d'une famille représentative de la vie antillaise. Et on les suit sur une année scolaire et un tome représente un trimestre. Donc 3 fois 4, 12. Donc chaque tome amène ses couleurs suivant les coutumes et les traditions de circonstances. Donc le tome 1 se passe de la rentrée, donc septembre-octobre jusqu'à Noël. Donc là, on découvre les secrets de famille qui font scandale, notamment lors de trempage. Le tome 2, les masques tombent. On règle un peu les comptes derrière les masques pendant le carnaval. Le tome 3, entre les lignes, il y a un drame qui se passe le mercredi des Cendres à la fin du tome 2. Donc le tome 3 a plutôt des aspects de polar pour retrouver le coupable. Et le tome 4, c'est plus à la saison des pluies, fin d'année, course des yoles. Forcément, ça amène d'autres ambiances. Donc le tome 4, c'est le dernier. Oui, c'est tout à fait le dernier. On compte justement, et ce dernier-là, tu es en train de faire sa promotion là. Exactement. Je suis là au pays pour ça, où je suis venu en parler auprès du public, le présenter, que ce soit en librairie ou en bibliothèque. On remonte là, oui, c'est ça, celui-là, hein, exactement. Oui, tout à fait. Tu vas dédicacer. Oui, je dédicace tous les samedis. Déjà le 7 octobre à la Fnac La Galeria, de 10h à 14h, et ensuite les samedis 14 et 21, Cultura Californie, de 10h à 16h. Ouais. Et bien sûr des présentations en bibliothèque, donc Office culturel du Robert le jeudi 19 octobre et Bibliothèque Schellcher le mardi 17 octobre, à partir de 18h30. Voilà, tu as donné tes rendez-vous, Alexandre. Mais là, on va quand même insister sur un petit point. C'est une saga avec des thématiques différentes. À chaque fois, tu abordes quand même des thèmes fondamentaux qui structurent notre société. Notamment, tu as parlé du carnaval. Dans un volume, il y a le carnaval là. Oui, le tome 2. C'est derrière les masques. Tu as enquêté là-dessus, tout. Oui, j'ai enquêté. Vidéo, Jago vidéo, on l'a vu. Mais si, moi, Jago vidéo, les boîtes petits. Puis gros masque singe, les diables rouges, et donc j'étais faré dans les moons pour régler les comptes. C'est à l'hôpital. Voilà. Non, on a eu. Moi, j'ai connu une époque du carnaval assez bon enfant où on le faisait, où chaque commune avait vraiment son carnaval et son identité. Les élections de Rennes, toutes ces bêtes-là. Ouais. Mais si, j'ai une tante qui faisait partie des élections des Rennes, qui avait plein de costumes de robes. Élise au Gros Morne. Et voilà, j'ai même des cousines, des tantes qui ont fait les concours. On a des photos de famille. Tout ça a fait partie de mes aspirations. Hein. Et j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui était très audiovisuel, avec caméra. Donc on a beaucoup d'images de famille. Mon oncle Hubert. Mon oncle Hubert. Hubert Bornil, non, c'est pas lui. Hubert. Non, j'ai pu en tout cas utiliser quelques éléments dans des vidéos que j'ai faites qu'on peut retrouver sur YouTube, de présentation où je parle de mes inspirations, et la famille, c'est vraiment important pour moi. Parce que toi qui vis en Lot-Bord actuellement, de toute façon tu es installé, tu m'as dit que tu es de profession, tu es dans le privé. Oui, je suis dans le privé à Paris, ce qui m'empêche pas de rester très connecté au pays, hein, avec ma saga. Moi, je trouve, j'aime bien ce rôle entre guillemets d'ambassadeur du pays, de pouvoir en parler ailleurs. Absolument, c'est important. Tu es un ambassadeur touristique à travers tout ce que tu fais là. Absolument. Tu parles du Tour des Yoles, tu m'as dit, de toutes ces grandes manifestations, ces grands rassemblements populaires. Oui, pour chaque tome, comme je parle de la vie contemporaine, mais aussi des rattachés aux coutumes, à la culture. Donc c'est des jeunes qui vivent en relation avec leurs parents et leurs grands-parents, et donc forcément je parle de tout ça. Et donc oui, j'ai pu rencontrer notamment France Ferjul. Grand patron, ça c'est pas des Boulomguila. Exactement. Félix, non, tu as rencontré pas Félix Mérine, non. J'ai entendu parler de Félix Mérine. Oui, voilà, mais je ne l'ai pas rencontré. En tout cas, France Ferjul, mais c'est un monsieur qui est là. Oui. Qui était là. Oui, qui était là. Ouais. Il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, il fait partie des figures avec d'autres dont j'ai pu m'approcher pour recueillir quelques secrets d'histoire qui n'ont pas encore été écrites et qui me permettaient de faire le lien avec les nouvelles générations. Moi, j'ai grandi très proche de mes grands-parents, et je trouve que
Voilà, il faut pas perdre tout ça. Ouais. Mais justement, alors là, dans tout ce que tu écris, on voit le carnaval, tu as le sens de la fête, ça se sent tout de suite. Mais, par exemple, un tome, forcément, tu vas arriver là-dessus. Par exemple, même dans le Tour des Yoles, tout ça, le magico-religieux, est-ce que tu y as déjà pensé? Oui, absolument. Bah, j'ai un de mes personnages. Tu commences à enquêter déjà, ouais. J'ai un de mes personnages, le principal, c'est Yann, qui vit dans une famille recomposée, et lui, il part à la recherche un petit peu il cherche à comprendre les complications de sa famille recomposée, notamment la branche indienne de sa famille. À partir de laquelle on voit tout ce qui est mysticisme, tout ce qui est quimbois, sorcellerie, forcément, oui. qui font partie de notre culture. Parce que tu vois, souvent les gens ont une appréhension concernant ce domaine-là, mais tu sais que ça a été un élément fondateur du syncrétisme caribéen, ça, puisqu'on retrouve les mêmes trucs. Par exemple, on parle du vaudou. Pardon, la candomblé, la santeria, tout ça. Ce sont des dérivés. Hein. Ouais. Et tu ressens derrière l'empreinte africaine, que tu le veuilles ou non. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Dans mes recherches, je retombe toujours sur ce que nous a apporté l'Afrique. En plus des composantes européennes du Haut-Colon, mais on retrouve vraiment toutes ces connexions avec l'Afrique et d'autres îles de la Caraïbe lorsqu'on cherche plus au fond ce qu'on pratique, en tout cas en Martinique. Mais justement, Alexandre, alors là, on entre dans un autre constat. Le phénomène intergénérationnel, effectivement, est-ce que tu tiens compte? Beaucoup d'anciens participent à tes reportages, à tes enquêtes. C'est tout ce que tu écris là. Ouais. Oui, moi tu as fait beaucoup d'enquêtes. Oui, voilà. Tu as fait parler les anciens. Avant de commencer à écrire, j'ai recueilli pas mal d'anecdotes dans ma famille, dans celle des autres, auprès des jeunes et des moins jeunes, pour vraiment concocter les différents schémas familiaux des familles. Donc, comme je disais, il y a Yann qui est issu d'une famille recomposée, Flora qui est issue d'une famille aisée, très dans le souci des apparences, Maëlle qui vit dans une maison familiale avec ses grands-parents qui tiennent la maison et qui se battent pour leur titre de propriété. Et Lionel, dans une famille campagnarde, avec un père très conservateur, très rattaché à ses racines, le Belay, son pit de combat de coq, sa ferme, et son fils qui sort avec une béquille. Forcément, ça fait polémique dans sa famille. Donc ça, c'est le socle de base. Tu as déjà un brassage. Tu as frappé à plusieurs portes. Hein, oui, voilà. En fait, on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut au pays pour raconter de belles histoires. Hein. On a une origine et une culture complexe et en même temps de partout, dû notamment à notre histoire esclavagiste qui nous a apporté beaucoup d'influence. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour s'éclater, pour écrire de belles histoires. Hein. Alors, Alexandre, justement, tu vis à Paris, mais dans tes séances, tu fais des séances de signature parfois, tu vas dans des bibliothèques au cas signé. Quelle clientèle vient se présenter à tes séances de signature? Très bonne question. Jeunes conviés qui ont regardé toute qualité? Ouais, après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir été accueilli par les éditions Orphi pour la saga, qui va permettre de me présenter en salon du livre de Paris et d'autres salons du livre de la France. Tu as des portes ouvertes là, mon vieux. Ouais, et donc... et ça intéresse les gens. Et ça intéresse les gens, les gens viennent me voir et je suis vraiment surpris de tous les curieux qu'il y a de notre culture. Ouais. Franchement, je suis content de pouvoir en tout cas apporter ce nouvel outil de communication, on peut dire ça, ces livres, auprès des publics métropolitains et de ceux qui cherchent à mieux comprendre ces îles où ils viennent faire des voyages. Donc je me rends compte que les gens sont quand même assez friands de ça. Ouais. Non, mais que tu le veuilles ou non, c'est la France. Mais la France, c'est une diversité. Hein. Ouais. C'est-à-dire, un roman que va écrire un breton, il va peut-être employer les mêmes techniques que toi. Il y a des spécificités dans tous les coins. Tu es dans le Pays basque, par exemple. Si vous gagnez des bagailles, vous ne pouvez pas trouver n'importe côté. Ouais. Cette pluralité, cette diversité de culture, ça aussi, ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Le combat, il est pas auprès du public, je trouve. Le combat est plus sur comment se faire sa place dans le paysage littéraire et comment faire communiquer, parler de ce qu'on fait. Souvent, moi, je ne serais pas surpris que dans 5 ans, mes ouvrages ne seront plus connus de quiconque, parce qu'il n'y aura plus de communication là-dessus, et on reviendra sur les basiques, sur les chamoiseaux, sur les confiants, les autres ouvrages qui parlent d'esclavage. J'essaie vraiment cette impression qu'il y a une certaine rubrique, certaines cases dans laquelle on a mis la littérature antillaise dans l'Hexagone. Et que nous, il faut qu'on se batte pour représenter tout ça autrement, quoi.
Voilà, on avait le même problème, tu sais, en musique. À un certain moment, on ne savait pas dans quel carton mettre le zouk. Lorsque tu es à la FNAC, par exemple, tu as dans World Music. Bon, c'est un petit peu... Par exemple, la littérature antillaise, toi qui fréquentes les salons, etc., on la classe comment sur l'échiquier de production européenne, enfin française, quoi? Oui, ben, je pense que ça reste quand même très minoritaire. Comme je vous disais, on sera plus catalogué sur des histoires qui retracent notre passé esclavagiste et voilà. Et lorsqu'on présente des histoires un peu plus fraîches, comme moderne, quoi, ouais, on va dire, moderne, elle ne perdure pas forcément, à part si on rentre dans le carcan des académiciens, par exemple. Je pense à Daniela Ferrière ou à Gisèle Pineau, qui ont su quand même se placer, oui. Alors peut-être qu'effectivement, si on arrive à se placer dans le champ scolaire, d'avoir un ouvrage qui soit étudié par les enfants, ça peut être autre chose. Ouais. Bon, c'est parce qu'on propose Trempage Créole, mais... Alors là, Alexandre arrive dans la dernière ligne droite. Tu es au pays, tu fais ta dédicace, on va leur remontrer la jaquette Manuela de sa dernière production. Parlez bayo, invitez yo, tel côté, mon épisode. Voilà. Oui, ben voilà, je suis là pour promouvoir le dernier tome de la saga Trempage Créole, Sous les vents. Donc jusque-là, les jeunes des familles enfonçaient les portes de leur secret de famille. Et dans le dernier tome, ce sont eux qui ont leur propre secret, qui cherchent à cacher à leur famille. Donc j'ai voulu offrir un ouvrage avec plus d'action. Ton rendez-vous, ouais. Plus d'action, et je suis prêt à en parler avec vous. Donc je serai en dédicace notamment à la FNAC de La Galeria le 7 octobre de 10h à 14h, Cultura Californie les samedis 14 et 21 octobre de 10h à 16h. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris que vous avez affaire à un jeune qui en veut, comme on dit. C'est la nouvelle vague de la littérature antillaise. Il s'appelle Alexandre Télim. Un nom à retenir. À très bientôt sur Zouk TV.